Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, si je vous dis le mot Moya Moya, qu'est-ce que ce mot évoque pour vous? Moi, la première fois où je l'ai entendu, ce mot, eh bien, j'ai immédiatement pensé au nom d'un personnage improbable dans un conte asiatique. Mais en réalité, comme ce mot venait d'être prononcé par un radiologue dans un hôpital universitaire où je venais de passer un examen médical, j'ai compris qu'il s'agissait du diagnostic de la maladie qu'il y avait dans mon cerveau. Alors, Moya Moya, c'est pas très loin effectivement de quelque chose d'asiatique, puisque c'est un mot japonais qui veut dire nuage de fumée. D'où aujourd'hui, c'est petite image, oups, voilà, de fumée. Moya Moya, c'est une maladie qui est dégénérative et qui est incurable et qui est très rare et qui est aussi donc surtout très peu connue et très mal connue du personnel soignant. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce propos. Un jour, alors que j'étais aux urgences d'un hôpital, le médecin urgentiste qui n'avait pas réalisé, et c'est vrai qu'on était en pleine nuit, qui n'avait pas réalisé qu'on pouvait l'entendre depuis le couloir, a parlé de moi en disant: «Cette patiente a la maladie mayo-mayo comme dans mayonnaise». Un médecin urgentiste, qui est l'une des 3 personnes avoir cliqué sur cette vidéo et que tu te reconnais, sache que je ne t'en veux absolument pas parce que malgré ce petit bug sémantique, eh bien, tu t'es très bien occupé de moi et quelques heures plus tard, j'ai pu sortir de ton service. Et puis, ça arrive à tout le monde, petit bug sémantique, parce que, par exemple, autre anecdote, véridique aussi, j'ai une amie qui a une très grande intelligence. Et l'une de ses plus grandes qualités, que je trouve très rare, c'est qu'elle a un respect inconditionnel de chaque personne. Et elle a aussi une petite difficulté avec le mot intubé, ce qui donne parfois un résultat cocasse parce qu'un jour, elle me dit le plus sérieusement du monde: tu sais, avec le coronavirus, les personnes du troisième âge, on ne peut pas les entuber. Non, je voulais dire on ne peut pas les intuber, je me trompe toujours. On ne peut pas les entuber pour des raisons morales, mais on ne peut pas non plus les intuber pour des raisons médicales. Donc voilà, ça arrive à tout le monde, ce genre de petits bugs sémantiques, et ce n'est pas un problème. Du moment qu'on se comprenne, et voilà. D'ailleurs, cher ami, tu es l'une des 2 personnes à avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Eh bien, ne m'en veux pas parce que j'ai quand même préservé ton anonymat. Donc, anonymat préservé, amitié sauvée. En tout cas, je croise les doigts maintenant. Et puis, on va en rester là parce que cette vidéo n'a pas pour thème comment je bousille mes amitiés les plus précieuses avec YouTube, mais cette vidéo a pour thème la maladie Moya Moya. Donc, let's go. Moya Moya est donc une maladie vasculo-cérébrale qui touche la vascularisation, donc les artères du cerveau. Il y a des articles scientifiques et des sites de vulgarisation de cette maladie. Je ne vais pas me faire le porte-parole des scientifiques parce que je n'ai pas de formation scientifique et je ne me sens pas la légitimité de faire ça ici. Par contre, ce que je vais faire, c'est mettre ici, là en dessous, voilà, dans le descriptif de la vidéo, quelques liens URL, quelques sites web où vous pourrez trouver toutes les informations disponibles à ce jour, au moment où je fais cette vidéo, donc en 2021. Par contre, dans la suite de cette vidéo, je vais parler de la maladie telle que moi je la connais et telle que moi je la vis, puisque elle a été diagnostiquée il y a à peu près une vingtaine d'années. Comme cela fait 20 ans que je vis avec cette maladie dans le cerveau, eh bien, j'espère pouvoir vous donner quelques informations qui pourraient vous aider et qui ne se trouvent pas forcément sur le net, sachant que aucun cerveau n'est à 100% identique à celui d'un autre et que la maladie Moya Moya s'exprime de façon différente
aussi selon l'âge, selon le style de vie, selon le type de traitement dont le cerveau a pu bénéficier, ou pas. Hem et donc les symptômes sont vraiment différents selon aussi l'étape dans laquelle on se trouve, de cette maladie. Donc un cerveau n'est pas l'autre et puis aussi, il y a des détails, sur ma santé que je ne souhaite pas révéler ici dans une vidéo YouTube, quand même accessible, à tout le monde. Mais en tout cas, j'espère que ces informations vous aideront à mieux comprendre la maladie Moya Moya et donc autant pour les personnes qui n'ont pas cette maladie que pour les personnes qui ont cette maladie. J'espère pouvoir apporter quelques pistes de compréhension et quelques suggestions pour vivre un peu le mieux possible avec, cette maladie. Si vous n'avez pas la maladie Moya Moya et que vous ne comprenez pas ce que vit un cerveau qui a une vascularisation défaillante, eh bien, je vous suggère de vous boucher le nez d'une main et puis de prendre un objet très, très lourd de l'autre main et de faire un mouvement de levier comme ça, tout le temps. Et vous allez très vite sentir dans votre corps les signaux d'alarme et vous allez très vite sentir que votre force musculaire diminue, que vous ne pouvez plus continuer ces mouvements et vous allez très vite sentir que vous ne pouvez pas en demander plus à votre corps. Eh bien, ceci, c'est quelque chose que je vis et qui peut durer entre quelques minutes à quelques heures, à quelques jours, à quelques semaines, à quelques mois. Une autre façon pour vous de comprendre ce qu'est la maladie Moya Moya, c'est vous pouvez vous priver de sommeil pendant quelques jours et pendant quelques nuits. Et puis vous pouvez aller dans un endroit très bruyant et vous concentrer sur une lecture plutôt ardue et commencer à parler pendant 3 heures non-stop. Et vous allez très vite sentir que votre cerveau est en souffrance à cause du bruit, à cause de la lumière, à cause de l'effort que cela demande de parler. Vous allez aussi vous rendre compte que ce que vous êtes en train de lire, vous n'arrivez pas vraiment bien à l'intégrer et que vos idées commencent à devenir un petit peu embrumées. C'est aussi quelque chose que je vis et qui dure de quelques minutes à quelques mois. Alors c'est difficile pour les personnes de se rendre compte en me voyant là, comme ça, que c'est ce que je vis. Il faut vraiment partager mon quotidien pour le savoir. En fait, comment vous expliquer ça? Un jour, un neurologue du CERFCO à l'hôpital Lariboisière m'a expliqué, voilà, votre cerveau, il est comme un chef d'orchestre. Il fait de très bonnes performances comme n'importe quel autre cerveau, sauf qu'il est plus vite fatigué qu'un autre. Et donc à ce moment-là, ses performances diminuent et il doit aller se reposer. Et lorsqu'il est suffisamment reposé, il peut revenir et reprendre la performance. Eh bien moi, c'est un peu pareil et je ne me montre que lorsque mon cerveau fonctionne normalement. C'est une question de dignité, mais c'est aussi parce que c'est très anxiogène pour moi lorsque mon cerveau est en souffrance et c'est encore plus anxiogène d'être face à une personne qui se sent impuissante et peut aussi ressentir de l'angoisse face à quelqu'un dont le cerveau commence vraiment à patiner, sans faire de patinage artistique. Allez, on peut dire ça. Donc, tu as 2 pistes, donc se boucher le nez, faire un effort musculaire ou se priver de sommeil peuvent vous donner une indication de ce qu'on peut ressentir lorsque l'on a la maladie Moya Moya et pourquoi est-ce que ça ne se voit pas forcément sur moi, là, comme ça. Un autre symptôme lié à la maladie Moya Moya et aux effets secondaires d'un traitement que j'ai eu, dont mon cerveau a bénéficié à un moment donné, c'est que la vascularisation de mon cerveau est fragilisée maintenant par tout ce qui a un effet vasodilatateur et vasoconstricteur, comme par exemple la température. Il y a beaucoup d'endroits où je ne peux plus aller parce qu'ils sont
chauffée à plus de 22 degrés et en été, lorsqu'il y a plus de 22 degrés, je suis obligée de rester confinée chez moi. J'ai dit le mot confiné, donc vous allez pouvoir, je pense, mieux comprendre maintenant que vous connaissez ce que c'est que de vivre avec l'épée de Damoclès d'une maladie très mal connue et des mesures de confinement. Parce que, eh bien, comme avec le coronavirus, eh bien, c'est une maladie dont on ne sait rien et à propos de laquelle les scientifiques peuvent avoir parfois un discours rassurant et parfois alarmiste. Et on ne sait pas finalement si on doit être angoissé ou si au contraire on doit être rassuré. Comme avec le coronavirus, eh bien, ça ne se voit pas forcément et les symptômes peuvent rester relativement bénins, comme en fait vous menez tout droit aux urgences, manquer d'oxygène, voire d'en mourir. Et ici, avec la maladie moya-moya, c'est pareil, les symptômes peuvent être bénins, mais ça peut amener à l'AVC dont on ne se remet pas forcément et même dont on peut mourir. Alors, comme avec le coronavirus, eh bien, vous savez maintenant ce que c'est un peu que de vivre avec une angoisse au ventre comme ça dès qu'il y a un symptôme relativement bénin, on va dire. Comme avec le coronavirus aussi, moi, pour Moya Moya, on me dit de m'isoler, de rester le plus au calme possible, voire de prendre un paracétamol. Et si vraiment ça ne va pas, d'aller aux urgences alors. Et comme avec le coronavirus aussi, ça a eu un impact sur ma vie socio-professionnelle et tout ce qui en découle. euh, de ne plus avoir de vie socio-professionnelle quand c'est vraiment quelque chose de très important pour soi-même aussi. Ça isole énormément, donc il y a moins de contacts sociaux et puis il y a beaucoup d'endroits aussi où voilà, je ne peux plus me rendre, des endroits de loisirs essentiels comme des lieux culturels, comme à côté des lieux culturels, donc salle de concert, cinéma, théâtre, etc. Et il y a aussi des lieux tels que les restaurants, les brasseries, voire certains cabinets médicaux et certains transports en commun que je ne peux plus prendre lorsqu'ils sont chauffés à plus de 22 degrés. Donc je ne suis pas confinée chez moi que en été où là la mesure de confinement est la plus stricte. Je ne peux plus sortir de chez moi, mais ça s'étend sur toute l'année. Et donc je pense que maintenant vous pouvez sans doute mieux comprendre quel impact vivre avec une maladie très rare qui impose des mesures de confinement comme ça et qui peut être potentiellement mortelle, comme aussi nous faire vivre des symptômes dont on finit par se remettre, eh bien, c'est vraiment peu épanouissant. La bonne nouvelle pour vous, qui êtes en bonne santé mais qui vivez avec cette menace du coronavirus, eh bien, c'est qu'un jour, ce virus, il va disparaître. Donc, vous allez pouvoir reprendre votre vie là où elle en était, peut-être différemment, peut-être mieux qu'avant, peut-être exactement qu'avant, mais en tout cas, le coronavirus, il va disparaître. Donc vous serez libéré, délivré. Pour vous qui avez reçu le diagnostic de Moya Moya, en fait, je me sens très mal à l'aise de vous donner un quelconque conseil. Je n'ai pas de conseil à vous donner dans le sens où, eh bien, même si je connais le diagnostic de ma maladie depuis une vingtaine d'années, ce n'est que très récemment et à la faveur d'un travail thérapeutique conséquent avec un psychiatre à la carrure professionnelle adéquat, que je commence à reconnaître qu'il y a bien une maladie vasculo-cérébrale dans mon cerveau. Ce qui est un peu paradoxal puisque ça fait quand même plusieurs années que Moya Moya me fait connaître des périodes d'invalidité, des périodes invalidantes de plus en plus insupportables. Mais voilà, on est fait de différentes strates et s'il y avait certaines strates superficielles qui s'arrangeaient, entre guillemets, euh, pour trouver des solutions pratiques aux problèmes pratiques que cause la maladie Moya Moya, il y a plein d'autres strates qui, elles, voilà, étaient dans le déni et certaines strates sont d'ailleurs peut-être encore toujours dans ce déni.
Donc voilà, je n'ai aucun conseil à vous donner. Par contre, peut-être qu'il y a certaines pistes que je peux vous suggérer, des pistes qui, elles, auraient pu m'aider à vivre une autre vie, une meilleure vie, une vie qui en valait la peine, si j'avais reçu ces pistes-là il y a 20 ans. Et donc c'est ça que je me propose de vous offrir là maintenant, de partager avec vous, sachant qu'un cerveau n'est pas l'autre, un moya n'est pas l'autre, tout dépend aussi où on en est dans cette maladie et où cette maladie en est dans notre cerveau. Concernant le diagnostic, vous venez peut-être juste de le recevoir maintenant. Et ce qui m'aurait beaucoup aidé, probablement, aurait été que l'on m'explique pourquoi c'est important de devoir accepter le diagnostic et d'en parler avec un psy. C'est ça paraît évident, mais pour moi, ça ne l'était pas. Pour moi, la vie, ce n'est pas la maladie, hem et la maladie n'est pas la vie. Donc j'ai vécu dans le déni pour rester légère. Et en réalité, je me suis rendu compte que ce déni a influencé de manière très pernicieuse mes choix de vie, mon orientation de vie. Et si j'avais tenu compte de cette maladie, eh bien, je suis sûre et certaine maintenant, avec le recul, que j'aurais mené une vie qui valait la peine d'être vécue, une meilleure vie. Accepter le diagnostic, c'est vraiment quelque chose de difficile, mais peut-être que cela veut dire aussi s'autoriser à ressentir jusqu'au bout, en restant sincère avec soi-même et sans se juger, tout ce que cela provoque en soi, comme glissement de terrain intérieur, une sorte de tsunami qui vient tout chambouler, où tout d'un coup on se retrouve à avoir plusieurs deuils à faire en même temps. Et à voir aussi que pour l'entourage, ils ont des deuils à faire aussi par rapport à ce qu'ils s'attendaient de vivre avec vous, ou ce qu'ils vous souhaitaient éventuellement, ou ce qu'ils vous avaient préparé à vivre. Donc vraiment, accepter le diagnostic, faire un travail avec un psy adéquat qui puisse accueillir tout ce que vous ressentez sans censure, sans vous exposer à une quelconque négativité ou à ses propres angoisses. Je pense vraiment que c'est libérateur. Libérateur dans le sens où ça vient dégager un espace intérieur en soi qui permet là d'avoir accès à une créativité qui vous pousse à aller découvrir vos propres ressources et même à en créer pour vivre une vie qui en vaut vraiment la peine, pour vivre le mieux possible avec cette vie. Et moya moya. Alors, votre pronostic, vous le connaissez. Soit on vous l'a dit, soit vous l'avez lu, soit vous l'avez compris. Et ce que j'ai compris relativement récemment aussi, en regardant le documentaire Heal, en anglais H-E-A-L, sur Netflix, j'ai compris qu'il y avait des personnes qui avaient refusé le pronostic de leur maladie et qui avaient réussi à déjouer le pronostic de leur maladie et donc à guérir de maladies dites incurables. Je pense vraiment qu'on peut se donner le droit d'accepter ou de refuser le pronostic et il n'y a aucun jugement à avoir par rapport au fait de l'accepter ou au fait de le refuser. Moi, personnellement, j'ai choisi de le refuser parce que je me suis intéressée à des personnes, à des personnalités publiques qui avaient une maladie incurable ou qui avaient en tout cas un pronostic terrifiant et qui, malgré tout, ont réussi à retrouver une excellente santé, ou en tout cas une meilleure santé, à déjouer le pronostic. Je vais en citer quelques-uns ici.
Il y a notamment Marie-Lise Labonté, qui est médium et psychothérapeute, qui avait la maladie de l'arthrite rhumatoïde, une maladie incurable et extrêmement douloureuse. Et à la faveur d'un travail thérapeutique qu'elle a fait sur elle-même, et de ses propres ressources également, d'autres ressources, elle a réussi à guérir de cette maladie dite incurable et même à créer une méthode pour aider d'autres personnes atteintes de ce type de maladie-là. C'est Marie-Lise Labonté et si enfin, je pense qu'il y a d'autres personnes encore maintenant qui déploient leurs ailes dans des mondes parallèles grâce à leur capacité médiumnique et un travail intérieur, et qui sont en train de guérir et qui guériront de cette maladie-là, même si elle ne s'appelle pas Marie-Lise Labonté. Pour les personnes chez qui les capacités médiumniques sont endormies, on va dire, ou qui considèrent qu'ils n'ont de toute façon rien à voir avec, avec des mondes éventuellement parallèles, eh bien, il y a Bernard Werber, qui est un écrivain français qui est très très connu, qui lui était atteint de la spondylarthrite ankylosante, une maladie extrêmement douloureuse et incurable également, et qui témoigne très librement que c'est le jour où il a décidé de faire quelque chose qui le rend heureux, à savoir écrire, que sa maladie a régressé et que maintenant il a vraiment déjoué les pronostics parce qu'il fait du tai chi, il fait du vélo, il écrit, il a la même mobilité que n'importe qui, alors qu'il devait être soit immobilisé couché, soit immobilisé assis, sans immobilisé. Donc voilà encore une autre personne, d'un autre sexe, qui a réussi à se libérer d'une maladie dite incurable. Il y a aussi, pour d'autres personnes qui n'ont pas forcément une maladie dite incurable, Joe Dispenza, dont on parle d'ailleurs dans le documentaire Heal sur Netflix. Joe Dispenza qui, à cause d'un accident de voiture, enfin lui il était en vélo et on sait que lors d'un accident vélo-voiture, eh bien c'est en général 0,1. Lui, il a eu les 6 vertèbres brisées et la moelle épinière touchée et il a décidé, grâce à sa croyance en la capacité du corps à s'auto-régénérer, cet homme a décidé de déjouer là aussi un pronostic. Et par des exercices de visualisation et de travail aussi intérieur, eh bien, en quelques mois, cet homme a quitté sa chaise roulante et il marche, il est en excellente santé. Et voilà, vous pouvez taper sur un moteur de recherche Joe Dispenza, vous allez voir que cet homme a continué à travailler beaucoup sur le lien corps-esprit. Et il y a également, pour les personnes qui se disent, oui, bon, ok, arthrite, accident, mais quoi le cerveau? Eh bien, il y a le neurochirurgien américain Eben Alexander, qui, après 7 jours de coma avec une méningite bactérienne qui avait rendu son cerveau irrécupérable, a réussi à se réveiller de son coma et à récupérer ses facultés cérébrale, et il témoigne maintenant très librement qu'il considère que son cerveau fonctionne même encore mieux qu'avant, alors que cet homme, Eben Alexander, est professeur à dans une université réputée et neurochirurgien aussi. À propos de ce monsieur, Eben Alexander, il y a une polémique à propos du a-t-il fait une EMI, une expérience de mort imminente ou pas, qui a créé ce miracle. Alors personnellement, qu'il ait fait une EMI ou pas, je m'en fous complètement. Ce que moi je vois, c'est que scientifiquement, il a été prouvé que cet homme, à cause de la méningite bactérienne, avait un cerveau irrécupérable et que, in fine, il a déjoué le pronostic et maintenant il est en excellente santé, son cerveau fonctionne tout à fait bien. Dans les cas encore les plus incroyables, en tout cas inexpliqués jusqu'à présent, il y a aussi Anita Morjani, qui, elle, souffrait d'un cancer et elle était à quelques heures de mourir parce que tous ses organes lâchaient de plus en plus. Et puis, elle a fait une expérience de mort imminente, une EMI. Et
suite à ça, elle est sortie de son coma et très rapidement, elle a retrouvé un corps en parfaite santé. Donc il y a là plusieurs personnes, des personnalités publiques, qui ont déjoué les pronostics et qui montrent à quel point, quel que soit le sexe, quelle que soit la culture, quel que soit l'âge, le corps a une capacité à s'auto-régénérer qui, même si elle reste inexpliquée scientifiquement jusqu'à ce jour, là maintenant en 2021, reste quand même phénoménale et incontestable. Moi, je trouve ça personnellement très inspirant et très réjouissant. Il paraît que ce qui va sans dire va mieux en le disant, alors voilà. Je vais le dire maintenant. Pour toi, qui es la seule personne à continuer à regarder cette vidéo, évidemment, si vous êtes dans la même démarche que moi de vouloir déjouer le pronostic et de faire confiance en la capacité du corps à se guérir de maladies irrécupérables et à retrouver une excellente santé, on n'est pas obligé de vivre une, une expérience où le corps est à deux doigts de mourir et être complètement détruit, comme avec Anita Moorjani et Eben Alexander. Ces deux personnes ont témoigné avoir vécu une expérience un peu extatique dans des dimensions autres. Et c'est cette expérience-là qui les a fait revenir à la vie d'une certaine façon en excellente santé. En tout cas, ça c'est un peu court de dire en excellente santé parce que, en tout cas, ils sont revenus à la vie et très rapidement, ils ont retrouvé une excellente santé. Je crois que ces expériences-là peuvent être des expériences d'amour, de rencontre avec des personnes importantes. Ce sont des expériences que l'on peut vivre en état de méditation ou bien ce sont des expériences que l'on peut vivre aussi avec des voyages chamaniques. Mes vidéos n'ont jamais et n'auront jamais une quelconque volonté de faire du prosélytisme, mais si vous êtes à un moment donné intéressé par les voyages chamaniques, là, je suis sûre et certaine du conseil et du bien fondé du conseil que je peux vous donner. S'il vous plaît, faites-vous initier dans des endroits qui sont sérieux et avec un chaman sain et impeccable. C'est vraiment une question de vie ou de mort psychique presque. En tout cas, c'est vraiment extrêmement important. Et donc, si c'est quelque chose que vous voulez faire, il y a par exemple la FSS, la Foundation for Shamanic Studies, en France et en Suisse, avec notamment Laurent Hugeli, qui a écrit un livre avec le psychiatre Olivier Chambon. Ce livre s'appelle Le chaman et le psy. Et ce chaman-là est vraiment plein de bon sens. Il ne pousse pas à prendre une quelconque substance hallucinogène. Lui-même en a pris beaucoup et lui-même s'est rendu compte que ce n'était absolument pas du tout nécessaire. Et il a une vision du chamanisme que je trouve vraiment très saine et très, très adéquate. Pour la Belgique, il y a aussi la SBL Tetra avec Gertrude Croé, qui est aussi une chamane saine et impeccable. Cela dit, si ça vous intéresse, étant donné que moi j'utilise les voyages chamaniques comme un outil thérapeutique pour moi-même, je ferai de toute façon des vidéos à ce sujet, mais qui seront plus détaillées et un peu plus, qui approfondiront un peu plus ce sujet, si vraiment ça vous intéresse. Mais encore une fois, il n'est pas nécessaire de faire des voyages chamaniques, il n'est pas nécessaire de se mettre dans le coma, il n'est pas nécessaire de jouer à se mettre sa vie en péril pour essayer de trouver une quelconque guérison. Je sais que ça va sans dire, mais puisqu'il paraît que ça va mieux en le disant, je le dis. Et je pense vraiment que ce type d'expérience-là, de réparation intérieure, est aussi possible en méditant ou peut-être encore d'autres manières qui ne mettent pas en danger votre santé mentale et votre santé physique.
vous allez rencontrer plusieurs neurologues. Peut-être que comme moi et d'autres patients qui ont eu le diagnostic de la maladie Moya-Moya, vous avez ou vous allez rencontrer des neurologues autant dans votre pays que dans d'autres pays. Et pas que des neurologues, aussi des spécialistes de la vascularisation. Et comme d'autres patients qui ont la maladie Moya-Moya ont déjà pu me confier, et de par ma propre expérience aussi, je sais que parfois on se retrouve face à des experts qui n'ont pas de réponse autre que de dire que c'est psychologique. La seule piste que je pourrais vous suggérer pour vous éviter ce type de perte de temps, c'est de vous positionner très clairement en tant qu'expert de vos propres symptômes face à des personnes qui sont expertes dans leur propre champ de compétences. Et donc, une des choses que je fais à présent, c'est de dire, voilà, cette maladie a des causes physiologiques qui a comme conséquence une souffrance psychologique. Pour tout ce qui concerne le psychologique, c'est entre les mains d'un spécialiste du psychisme, psychiatre, psychologue. Mais moi, je viens ici pour trouver des réponses et vous demander des explications concernant la cause physiologique de mes symptômes, parce que ça, c'est votre domaine de compétence. Si vous ne trouvez pas d'explication, s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave et c'est même plutôt normal puisque c'est une maladie très rare. Et donc, il y a très peu d'articles scientifiques, de connaissances scientifiques, de cas qui puissent apporter une réponse à tous les symptômes, sachant qu'un Moya-Moya n'est pas l'autre. Et je me sentirais beaucoup mieux, moi, en tant que patiente, que l'on me dise « je ne sais pas ». Quand on ne sait pas, c'est quelque chose que je peux accepter et qui n'est pas compliqué pour moi. Voilà, ça c'est le type de message que l'on peut, si on le souhaite, expliquer de façon très claire, très calme, très tranquille, face à quelqu'un dont le domaine d'expertise est incontestable et est incontesté également. Si, à un moment donné, comme moi, vous vous posez quand même la question, est-ce que mon symptôme est plus psychologique ou est-ce qu'il a vraiment une cause vasculaire? Eh bien, les réponses que jusqu'à présent j'ai pu obtenir de façon les plus claires et les plus satisfaisantes, c'était auprès de spécialistes de la vascularisation et pas forcément auprès de neurologues. Les neurologues sont évidemment inévitables et ils sont évidemment essentiels. Ça touche le cerveau quand même, mais disons que ici, par expérience, les explications concernant certains types de symptômes ont vraiment pu être éclaircies quant à leur côté psychologique ou leur côté purement physiologique. Et ça fait du bien parce que lorsque l'on ressent qu'il y a un problème corporel, physique et pas du tout psychique, et que l'on sort parfois d'une consultation avec un spécialiste qui vous dit en fait c'est psychologique alors que ce n'est pas un psychiatre ou ce n'est pas un psychologue, on peut se sentir en fait encore plus seul et encore plus démuni et même un peu coupable de ne pas être capable psychologiquement d'empêcher ces symptômes qui viennent vraiment nous laminer. Tout n'est pas psychologisable. Il ne faut pas inverser, il ne faut pas prendre la cause comme une conséquence et la conséquence comme une cause. Et pour ça, je vais me permettre de mettre un lien URL vers une conférence TEDx
avec le scientifique Ramachandran qui explique à partir de la troisième minute et 8e seconde, je crois, un cas de maladie, le Capgras, ou la Capgras. Excusez-moi, je ne suis pas scientifique, mais en tout cas, vous pouvez aller vous référer à cette maladie. C'est vraiment un exemple flagrant que parfois on peut être amené à psychologiser et à parler de complexe d'Oedipe, et tout le monde a complexe d'Oedipe, et puis on va chercher plein d'explications, et on va passer beaucoup d'années dans un cabinet psy, alors qu'en fait, il y a une cause qui explique au niveau du cerveau qui, qui est éclatante. Voilà. À l'heure actuelle, en 2021, par rapport aux neurologues que j'ai déjà pu rencontrer et des neurologues chevronnés, j'ai déjà posé la question, sur suggestion d'un professionnel de la santé qui a fait, elle également, une spécialisation, mais malheureusement pas dans la maladie Moyamoya. J'ai posé la question suivante à plusieurs neurologues, à savoir, est-il possible pour un cerveau dont les artères principales, plusieurs artères sont bouchées, donc qui sont dans un état d'AVC, puisque l'AVC, c'est finalement quand une artère est bouchée. Est-il possible pour un cerveau donc, qui est dans cet état-là, qui a ces problèmes de vascularisation-là, donc qui ont la maladie Moyamoya, de bénéficier d'un traitement post-revalidation, d'un traitement de revalidation post-AVC? Et malheureusement, comme dans la médecine actuelle en Occident, c'est une médecine curative et non pas une médecine préventive, ce n'est pas encore possible, même si c'est dommage qu'en Occident, il n'y ait pas le côté préventif qui soit aussi pris en charge, comme par exemple dans la médecine chinoise. En parlant de médecine chinoise, j'ai essayé l'acupuncture auprès d'un acupuncteur vietnamien qui avait plus d'une trentaine d'années d'expérience. Et là, je peux vous donner un conseil dont je suis sûre du bien fondé. N'essayez pas l'acupuncture, vous allez souffrir pour rien, mais vraiment pour rien du tout. Donc pour ce qui est préventif, c'est prendre soin de soi, mais avec bon sens, avec bienveillance, avec douceur, avec lucidité, et euh, éviter l'acupuncture, vraiment. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur Moya Moya sans parler des ressources. Alors il y a les vôtres, il y a des ressources internes, il y a des ressources sociales, il y a des ressources affectives, il y a plusieurs sortes de ressources, mais celle-là dont je voudrais parler, c'est vraiment de l'association Moya Moya Tanguy, qui travaille en étroite collaboration avec le CERFCO, le Centre des maladies rares vasculaires du cerveau et de l'œil, à l'hôpital Lariboisière à Paris. Et cette association fait un travail, mais que je trouve remarquable. Ce sont des personnes dynamiques et vraiment admirables qui, qui sont proactives. Et donc, je vais mettre un lien URL, donc leur site web là ici en dessous dans le descriptif de leur vidéo, avec aussi le nom ou l'email, je l'espère, d'une personne de contact. Euh, En tout cas, si vous ne connaissez pas encore cette association, n'hésitez pas à les contacter et à demander à être tenus informés de leurs actions. Par exemple, en temps de coronavirus, ils ont été très proactifs et ils ont expliqué très clairement ce qui était le plus conseillé pour les personnes atteintes de la maladie Moya Moya, que ce soit enfants ou adultes. Pour toi, la seule personne à avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, bravo pour ta ténacité et ta persévérance. On a au moins ça en commun, la persévérance et la ténacité. Donc, je vais, non, pas faire une confidence parce que sur YouTube, on ne fait pas de confidence. Mais je vais te donner une information, je vais partager avec toi une information en primeur que je réalise de plus en plus.
que contrairement à ce qu'on m'a appris, le corps n'est pas une machine et le corps n'est pas un véhicule et le corps n'est pas un temple sacré. Le corps, pour moi, est une magnifique et merveilleuse, et en cela probablement aussi sacrée, intelligence matérialisée. Le corps est une intelligence matérialisée qui est incroyable. Parce que, par exemple, alors que je suis là pleinement avec mon mental et mon cœur avec toi, à faire dans cette vidéo, eh bien, l'intelligence matérialisée qui est mon corps physique continue à assurer ma respiration, euh, les capacités de mouvement, les muscles, les collaborations chimiques intérieures, etc. Alors que mon mental, lui, ne fait rien du tout de tout ça, il ne donne aucun ordre par rapport à tout ça. Tout ça est en effet inconscient, mais moi je trouve que le corps est en fait une intelligence vivante et matérialisée dont la science ne connaît pas encore tous les secrets. Et donc, plutôt que de voir le corps qui est abîmé, et notre cerveau, c'est ça qu'il est abîmé, de le voir comme une machine défaillante, de le voir comme un véhicule. Ça pouvait être une voiture de sport ou, ou autre chose, ou un gros camion, ou je ne sais pas très bien quoi. Plutôt que de le voir comme un temple sacré et c'est beau ce qui est sacré, mais qui est quelque chose finalement de solide, mais qui peut tomber en ruine et qui est très dur, alors qu'on sent soi-même que notre corps n'a rien de très dur, eh bien, l'accepter en tant et le reconnaître en tant qu'intelligence matérialisée magnifique, c'est un pas en plus vers une forme de réparation intérieure. Et autre petite information que je donne à toi. Oui, je tutoie, mais il y a des tu qui sonnent vous et des vous qui sonnent tu. Et voilà, pour toi qui écoutes aussi, euh, à, à cet instant précis, sachant que la seule constante dans la vie, c'est le changement, et ça, c'est la base même du livre Le Yiking. Je ne vais pas commencer à expliquer ce qu'est le Yiking ici, mais c'est vrai que la seule constante dans la vie, c'est le changement, donc tout peut évoluer. Donc tout ce que je dis ici, c'est vraiment ce qui est vrai pour moi, ce qui est réel pour moi à l'instant T où je le dis. Eh bien, je crois que l'une des clés de guérison, c'est de vivre une expérience suffisamment significative en soi-même et dans notre rapport avec les autres qui permettra de venir réveiller des gènes ou un groupe de gènes au niveau du corps qui sont responsables de la force qui décuple la capacité d'autorégénération du corps à destination excellente santé. Donc pas autorégénération pour maintenir dans la maladie, mais autorégénération pour être libéré de la maladie, parce que la maladie ne nous appartient pas, donc on peut l'abandonner, on peut la laisser nous abandonner et retrouver donc une excellente santé. Je vais en rester là maintenant. Je te remercie, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici et peut-être même de partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut être bénéfique pour d'autres personnes. Alors personnellement, moi, c'est la première fois que je parle autant et aussi longuement de la maladie Moya Moya. C'est une première dans ma vie. Et là, je commence vraiment à être fatiguée, surtout à être affamée. J'ai très, 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 très envie d'une pizza. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie d'une pizza. Et il y en a une dans mon surgel qui m'attend. Donc, voilà, c'est aussi important de terminer sur une petite note de détente. Je vous souhaite vraiment, sincèrement, de trouver tout ce qu'il est possible et inimaginable même
que ce soit dans cette vidéo-ci ou ailleurs, ou ailleurs. Je vous souhaite vraiment de trouver ce qui va vous aider à vivre la vie en mieux. Je vous le souhaite autant à vous qu'à moi d'ailleurs. Et donc, voilà, prenez bien soin de vous également. Et à dans un mois maximum. Tout va bien. À bientôt.